Fred avait décidé de faire visiter Paris à sa nièce. Et c'est place de la Concorde que son aventure commence. Tout à fait par hasard. Hé Fred, c'est quoi ça? Ça, c'est l'obélisque. C'est un monument qui vient d'Égypte. Tu te rends compte? Il date de la période de Ramsès II. Alors comment il est arrivé ici? Et puis qu'est-ce qu'il a décrit dessus? Ah, t'es piégé, hein? Puisque tu veux tout savoir, va faire un tour en Égypte en 1798. J'en reviens tout de suite. Bon, j'espère que je peux compter sur toi parce qu'aujourd'hui, on voyage très loin. Voilà, tu y es. En pleine campagne d'Égypte. Ça te rappelle quelque chose? La campagne d'Égypte? Qu'est-ce que c'est déjà? Cherche un peu. Ah bah oui, ça me revient. Bonaparte, en 1798, il n'était pas encore empereur. Et il décide d'envahir l'Égypte avec 38 000 soldats. Je crois même qu'il avait emmené avec lui toute une équipe de savants et de scientifiques. Quelle drôle d'idée. C'est ça. Tu vois quand tu veux. Bien le costume. Bonjour, messieurs. Ah, alors là, ça commence mal. Hé, toi! Qui? Moi? Évidemment, toi! Viens par là! Hé! C'est qui, ceux-là? Les Mamelouks, des barbares, t'es pas au courant? Vaguement. Ils sèment la terreur dans toute l'Égypte, des vrais sanguinaires. Ah bon? Et vous? Vous êtes qui? Dominique Vivant-Denon, enchanté. Je fais partie de l'expédition de Bonaparte. Ah d'accord, la Grande Armée d'Orient. L'armée, c'est nous. Lui, il fait partie des ânes qu'on accompagne. Les ânes? T'occupe pas, c'est comme ça que les soldats nous appellent. Des artistes, des savants dans une campagne militaire. Ils n'ont rien à faire ici. Eh mais vous faites quoi au juste? Je recense, je dessine les beautés de l'Égypte, ça se voit pas? D'accord. Vous êtes une sorte de reporter de guerre, quoi. Si tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Je viens chercher un obélisque. Un obélisque, t'es pas un peu malade? Il y en a partout par ici, les obélisques. Oui, mais le mien, il fait 23 mètres au garrot, il pèse 250 tonnes. Tiens, je l'ai pas encore dessiné, celui-là. Eh oui. Allez, on lève le camp. Vous allez où? Dans le sud, chasser le mamelouk. Viens avec nous, faut pas rater ça. Y a pas un Européen qui a mis les pieds sur cette terre depuis 2000 ans. Allez, viens. Avec plaisir. Je crois que je suis bien tombé. C'est Vivant-Denon. T'as raison. Avec lui, ça promet une belle aventure. Mais sois prudent. Cette campagne élabore une guerre cruelle contre les Mamelouks qui occupent le pays. À l'époque, l'Égypte est un pays stratégique sur la route des Indes qui intéresse beaucoup les Anglais. La France décide donc de l'envahir avant l'Angleterre. Mais c'est au prix de sanglantes batailles, comme celle d'Aboukir, où la France perd plus de 1700 soldats et presque toute sa flotte. Le général Bonaparte, qui n'a que 29 ans et se passionne pour les sciences, profite aussi de cette expédition pour emmener avec lui 167 savants, artistes et scientifiques qui vont explorer et étudier l'Égypte sous tous les angles. Nous sommes dans une époque quand même où on a envie de déchiffrer les terres lointaines, et en particulier ce pays mystérieux, l'Égypte, dont on ne sait pas lire la civilisation ancienne puisqu'on ne sait pas déchiffrer les hiéroglyphes. Tous ces savants qui passent leur temps à dessiner et à répertorier les richesses du pays paraissent bien inutiles aux yeux des militaires qui les surnomment les ânes. Pourtant, grâce à eux, le monde entier va découvrir l'Égypte des pharaons, cette civilisation mystérieuse oubliée depuis longtemps. Les croquis de Vivant-Denon vont éblouir l'Europe. Dominique Vivant-Denon est un esthète, un ancien diplomate, un homme de culture, comme on dirait aujourd'hui, qui a réussi à se glisser dans l'expédition et qui va faire lui-même des merveilles. Il sera le premier, au fond, de ces savants et artistes à voir et à être ébloui par la Haute-Égypte.
De cette campagne militaire va naître une nouvelle science, l'égyptologie. Vivant Denon est le premier savant de l'expédition à s'aventurer dans le sud du pays. Le voyage commence tout près du Caire, sur le plateau de Gizeh. Ça vous inspire, monsieur Denon? Regarde la beauté de ces monuments. La pureté des lignes. C'est majestueux. Les hommes qui les ont édifiés ont voulu rivaliser avec la nature. Et dire que le monde entier ignore encore l'existence de ces pyramides. Oh, ça va peut-être pas durer. Vu l'emplacement, un 4 étoiles avec piscine ici, ça fait un carton. Quel carton? Non. Quand je pense aux millions de touristes qui visitent aujourd'hui les pyramides, s'ils savaient ça... Oh! T'entends ce que je te dis? Pardon? La bataille des pyramides, ça s'est passé ici, le 3 Thermidor. Une véritable boucherie, on aurait dit qu'ils défilaient pour se faire fusiller. Mais de qui vous me parlez? Des Mamelouks. Ils voulaient tailler en pièces les Français, comme des citrouilles, qui disaient. En fait, ils sont venus s'empaler sur nos baïonnettes, un véritable bain de sang. Regarde, j'ai tout dessiné. C'était plus un combat, c'était un massacre. Mais votre Bonaparte, il était là au moins? Bien sûr, il était là. Il encourageait les soldats, il leur disait... Allez! Et pensez que du haut de ces monuments, 40 siècles nous observent. C'était pas vous contente plutôt? Non, il a bien dit, il nous observe. Ah bon? Et je suis sûr que cette phrase va rester célèbre. Oui, bah ça, c'est pas impossible. Lors de cette fameuse bataille, Bonaparte met fin à la tyrannie des Mamelouks. Officiellement, l'Égypte est encore une province de l'Empire turc. Mais en fait, le pouvoir est aux mains de ces guerriers cousus d'or et d'argent qui font régner la terreur sur le pays. Ce sont en effet d'anciens esclaves, des esclaves affranchis, qui viennent pour la plupart de Turquie ou du Caucase, mais ces soldats affranchis, au fil du temps, ont fini par prendre le pouvoir en Égypte. Cette victoire permet à Bonaparte d'entrer au Caire et de se poser en véritable sultan. Bonaparte n'arrive pas du tout en croisée. Ce n'est pas une croisade, il ne vient pas combattre l'islam. Au contraire, il dit aux Égyptiens et en arabe, « Je suis un admirateur de l'islam ». Il finit même par dire « Je suis musulman ». Et c'est là que les notables musulmans, très habilement, disent « Puisque vous êtes si admiratif de l'islam, devenez donc musulman avec votre armée ». Et là, Bonaparte va opposer deux arguments en disant « Écoutez, on ne va pas priver l'armée d'alcool et on ne va pas imposer à l'armée la circoncision ». Et il renonce à se convertir. Mais il s'installe au Caire avec son état-major et ses savants. Il crée un institut des sciences et des arts. À l'époque, on ignore presque tout de l'Égypte des pharaons. Alors on mesure, on fouille, on dessine. Le sphinx et les pyramides sont encore des mystères. Eh bien, dites donc, quelle histoire, votre bataille des pyramides? Les pharaons ont dû se retourner dans leurs tombeaux. Ah, es-tu sûr que ce sont des tombeaux? Bah, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Ah, il y a des historiens qui ont prétendu que c'était des gigantesques bibliothèques, d'autres qui pensaient que c'était des greniers à blé. Il y en a même qui ont pensé que c'était des gigantesques balises qui émergeaient des eaux. Et tu sais pourquoi? Non. Pour que l'arche de Noé retrouve son chemin des fois qu'elle se perdrait. Vous voulez savoir? Je ne crois pas une seconde dans toutes vos histoires. Moi non plus. Bah alors c'est quoi d'après vous? Ah, des tombeaux, évidemment. N'empêche, il fallait être sacrément mégalo pour construire tout ça. À qui vous parlez? Non, je pense tout haut. Il m'a fait peur. Je croyais qu'il m'avait repéré. À qui tu parles? Non, je pense tout haut. Ben, sois discret. Et n'oublie pas que tes compagnons savent encore bien peu de choses sur les pharaons et leurs tombeaux. Depuis, on a appris bien sûr que les grandes pyramides de Gizeh datent de l'Ancien Empire. Édifiées sous les règnes de Mykérinos, de Képhren et de Khéops, elles ont plus de 4500 ans. Dès que le roi montait sur le trône, il commençait l'édification de son tombeau. C'était un travail extrêmement long et il fallait bien sûr démarrer les travaux dès l'accession au trône. Si le tombeau n'était pas achevé, le successeur, par une sorte de devoir pieux, le terminait rapidement avant de commencer la construction de son propre tombeau. Le pharaon, c'est à la fois le roi d'Égypte
mais il est aussi l'incarnation de Dieu sur terre. Il descend de l'au-delà pour assurer sur terre la vérité et la justice et instaurer sur la terre le monde idyllique, le monde merveilleux qui existe dans l'au-delà. Il est garant de cette vérité et de cette justice pour tous. La forme pyramidale permettait à Pharaon de s'élever dans le ciel pour passer dans l'au-delà. Derrière moi, on ne voit plus que la construction interne de la pyramide. Il faut penser que quand la pyramide de Khéops était terminée, le parement était lisse, il n'était pas oxydé, c'est-à-dire jaune comme maintenant, il était blanc. On ne voyait aucun joint, les joints étaient d'une précision parfaite. Et cette forme était blanche, immatérielle, éblouissante, avec les feuilles d'or qui tapissaient son sommet. C'était vraiment un monument solaire. C'est à ça que l'on peut penser, si vous voulez, quand on voit cette pyramide. Et la masse était complètement inappréciable. On ne sentait pas le poids des assises comme on le voit aujourd'hui derrière moi. C'est marrant. On dirait qu'il y a du monde là-haut. D'où tu sors, toi? De là-haut, j'étais avec vos ânes, enfin vos ingénieurs. Ils ont fini de mesurer la pyramide. Alors? Alors, je peux vous dire qu'il y a 203 marches de 68 cm. Faites le compte. Ça doit faire 137 mètres de haut. 137, 218 exactement, monsieur Delon. Et combien de large? 230 mètres. On a calculé qu'avec toutes ces pierres, on pourrait faire un mur de 2 mètres de haut qui ferait tout le tour de la France. Vous vous rendez compte? Et quand je pense à tous les gars qui ont fait ça et qui en sont morts, des esclaves sans doute, tout ça pour une bande de tyrans et de despotes. Tu sais ce qu'on dit? Non. Il fallait 100 000 esclaves pour faire ça. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Hérodote, mon pote. Hérodote? Eh oui, Fred. À l'époque, tout ce que l'on sait sur la construction des pyramides vient d'Hérodote, l'historien grec de l'Antiquité. Mais ces récits ont certainement exagéré la réalité. Il n'y avait pas d'esclaves, bien sûr, à cette époque-là en Égypte. Et la pyramide est un acte de foi. On est content, on est heureux d'édifier la pyramide pour Pharaon, en espérant en échange un contre-don qui serait une petite part de l'au-delà, si Pharaon veut bien. Ces pyramides sont surtout un acte de foi de tout un peuple envers son Dieu. Les bâtisseurs étaient des artisans, des tailleurs de pierre, auxquels s'ajoutaient des paysans lorsque le Nil était en crue et qu'ils ne pouvaient pas cultiver leurs terres. Mais il n'y avait pas d'esclaves. Pour construire la pyramide de Khéops, on estime qu'il a fallu de 10 000 à 30 000 hommes pendant 20 ans. Nous savons que les Égyptiens utilisaient des rampes. Nous savons qu'ils faisaient glisser les pierres chargées sur des traîneaux. Nous savons également que c'était fait par des attelages humains. Ce ne sont pas des animaux qui tiraient ces pierres. Maintenant, à partir des rampes, à partir de ces gens qui tirent les pierres, comment a-t-on pu monter jusqu'à 146 mètres de haut pour Khéops? Toute la question est là. Aujourd'hui encore, la construction des pyramides reste en partie un mystère. À quelques kilomètres des pyramides de Gizeh, Vivant Denon allait découvrir la grande nécropole de Saqqara. C'est quoi ça? Vous avez vu? On a l'impression qu'ils n'ont pas eu le temps de la finir, celle-là. Ah ouais. Eh, dites donc, soldats, combien vous comptez de marche sur celle-ci? 5 ou 6, monsieur Delon. Ah. Eh, à quelle hauteur par marche? Oh, je vous l'ai fait à 9 mètres. Ce qui nous fait donc du 54 mètres. C'est pas très haut? Mais c'est curieux. Pourquoi elle est en escalier comme ça? Ouais, je sais pas pourquoi elle est pas lisse comme les autres. Allons voir. Approchons-nous. Bah, tu devrais le savoir, Fred. Ces pyramides à degrés, comme on les appelle, sont plus anciennes que celles de Gizeh. Elles datent du début de l'Ancien Empire. Celle-ci a été construite pour le pharaon Djéser, à une époque où l'on ne savait pas encore construire de pyramides à pans lisses. Vous croyez que c'est bien le moment, monsieur Denon? Il y a des mamelouks partout. L'armée du général Dessay est bien loin devant. C'est pas prudent de rester ici. Bonaparte ne m'a pas fait venir ici pour faire la guerre, mais pour dresser un inventaire. Va donc compter les marches, ça t'occupera. Oh, lui, c'est pas un âne, c'est une mule. Monsieur Denon! Monsieur Denon! J'ai fait le compte.
Il y a au moins une quinzaine de pyramides dans le coin, mais plus ou moins bon état. Hein. J'aimerais bien arriver à en visiter une, à rentrer à l'intérieur. Tu veux pas essayer de trouver un accès? Oh bah ça me paraît difficile. C'est complètement ensablé. T'aurais pas peur, par hasard? Peur? D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire. Et pendant qu'il dessine, ni vu ni connu, je vais aller visiter une pyramide. On zappe. Dis donc, il fait drôlement sombre dans ta pyramide. T'as pas un peu la trouille? Mais non. Et puis t'inquiète pas, je suis attendu. Regarde ces hiéroglyphes. Ce sont les textes des pyramides. Ah, monsieur Labrousse. J'ai vraiment besoin d'un petit coup de main pour comprendre la signification de ces hiéroglyphes. Aidez-moi. C'est le plus vieux livre de l'humanité. Ces textes sont mis à la disposition de Pharaon pour lui permettre de franchir les obstacles de l'au-delà et renaître à la vie éternelle. Alors comment ça se passe? Le cercueil de Pharaon vient d'être placé dans le sarcophage. Ouais. Celui-ci est refermé. Les prêtres funéraires quittent la pyramide. On baisse les herses. La pyramide est close. Et Pharaon est seul. Pharaon est seul. Il va quitter le sarcophage. Et la première chose qu'il va faire, bien sûr, c'est de se nourrir. Vous voyez ici les longues listes d'aliments et d'offrandes qui sont mises à disposition. D'accord. Son corps va se reconstituer. Ouais. Il va avancer dans la pièce et, guidé par tous les dieux que vous voyez sur cette paroi, il va arriver ici, devant les portes du ciel. Mais c'est pas la fin du parcours. Non, car les portes du ciel vont s'ouvrir et Pharaon va pénétrer dans cette autre pièce. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Là, on est juste sous la pointe de la pyramide. Alors que se passe-t-il ici? Le roi va s'élever, il va utiliser les formules de cette paroi, qui sont des formules d'ascension, et notamment, ce qui est extraordinaire, il peut prendre quelque chose aussi simple que cette échelle, il va gravir pour monter au ciel. Arrivé au ciel, il va se trouver devant le sanctuaire d'Osiris, le sanctuaire du Créateur. Sur cette paroi, il va être jugé pour ses actions terrestres. Vous pensez qu'elles ont été bénéfiques. Il va ensuite emprunter ce passage, et c'est là où il va se fondre dans le Créateur. Donc, Pharaon devient le Dieu créateur. Et il va ensuite se réincarner à nouveau sur Terre avec son successeur. Donc, il n'y a pas eu plusieurs pharaons, il n'y en a eu qu'un. Il y a eu non pas des pharaons, il y a eu Pharaon, un seul dans toute l'histoire de l'Égypte. Alors évidemment, Vivant Denon ignorait tout ça à l'époque. À l'époque du Vivant Denon, les pyramides étaient muettes et il aura fallu attendre près d'un siècle pour savoir ce qui se passait exactement dans ces monuments. Fred, pour décrypter les hiéroglyphes, va voir Champollion en 1822. Ah, bonne idée, j'y vais. Bonjour, je cherche Jean-François Champollion. C'est moi. Ça tombe bien, il paraît que vous savez parler le hiéroglyphe. Vous voulez dire lire le hiéroglyphe? Enfin, lire. J'y travaille, un peu de patience. On m'a dit que vous aviez la pierre de Rosette aussi. La pierre de Rosette? Elle est entre les mains des Anglais, la pierre de Rosette. Moi, je dois me contenter de reproductions et elles sont pas terribles. Ah oui, je vois ça. Enfin, c'est au moins ça que les savants de Bonaparte nous ont ramené d'Égypte, hein? J'ai l'impression que je suis arrivé un peu trop tôt. En plus, j'étais persuadé qu'il travaillait sur la pierre de Rosette, Champollion. Bien sûr que non. Et pour cause. La pierre de Rosette fut saisie par les Anglais comme butin de guerre lorsque les Français ont dû quitter l'Égypte en 1801. Mais c'est bien un officier de Bonaparte, le lieutenant Bouchard, qui en a fait la découverte dans la ville de Rosette. En voyant cette stèle d'1 mètre de hauteur, on comprend immédiatement son importance. Pourquoi? Parce qu'elle compte des inscriptions, 3 sortes d'inscriptions, l'une en grec qu'on sait lire, une en hiéroglyphe qu'on ne sait pas lire, mais on sait que ce sont des hiéroglyphes, et entre les deux, une écriture inconnue, qui en fait est du démotique, c'est-à-dire une simplification des hiéroglyphes. La fin du texte grec précise bien qu'il s'agit du même texte en 3 écritures. Autrement dit, on dispose pour la première fois d'un texte bilingue, grec-égyptien. Mais il faudra attendre 1822 pour que Champollion perce le mystère des hiéroglyphes.
Bon, vous voulez peut-être que je vous donne un petit coup de main, monsieur Champollion? Faut voir. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Bah, c'est simple, j'ai un copain, il est scribe chez Ramsès II, on peut aller le voir. Ben voyons. Mais encore? Encore? Oh bah, c'est un passionné de jeu. Enfin, ceci ne nous regarde pas. Ah, tout à fait, tout à fait. Ceci ne nous regarde pas, oui. Bon, bah, je vais vous laisser bosser, hein. Bonne idée. Je reviendrai un peu plus tard. C'est ça. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il me croit pas pour mon copain le scribe. « 1276 avant Jésus-Christ. Elle marche bien, la zapette. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que tu avais déjà rencontré un scribe dans une autre aventure. Bonjour, bonjour. J'aurais parlé à monsieur Ramsès II, s'il vous plaît. Mais les gars, laissez-moi passer, ça va pas être long. Non mais tu te crois où? Ramsès II, c'est l'un des plus célèbres pharaons. Sans doute parce qu'il a régné 67 ans. Un record quand l'espérance de vie ne dépassait guère 35 ans. Quelle santé! On lui connaît 11 épouses officielles qui se sont succédées, bien entendu, sur les 67 ans du règne. On peut penser qu'il en avait entre 2 et 3 pour une même période. La première, Néfertari, qui deviendra la première grande épouse royale, et puis Isis Nofret, qui était une autre dame, qui était aussi à ses côtés en même temps que Néfertari. Alors il y a eu aussi beaucoup d'enfants. Nous avons 108 enfants attestés pour Ramsès II, 60 filles et 48 garçons. Quelle famille! Ramsès II règne aussi sur un immense pays qui s'étend de la Méditerranée à la Nubie. Mais pour gouverner, il s'entoure de hauts fonctionnaires. Il y avait un vizir qui s'occupait de la partie nord de l'Égypte, mais il y avait aussi un vizir dans le sud de l'Égypte. Et ces vizirs avaient un rôle particulièrement important dans l'État. Ils correspondaient un petit peu à l'équivalent d'un Premier ministre aujourd'hui. Et c'est sous leur tutelle, en fin de compte, qu'étaient réellement gérées les affaires du royaume. Après une période de guerre, notamment contre les Hittites, Ramsès II instaure une paix durable. C'est une période d'abondance et de richesse. Les paysans vivent des terres, rendues fertiles par les crues du Nil, ce fleuve sans lequel la grande civilisation égyptienne n'aurait pas existé. S'il y avait une mauvaise crue, eh bien, il fallait s'attendre à une très mauvaise récolte. S'il y avait une bonne crue, eh bien, dans ce cas, évidemment, aussi bien le paysan que la cour royale en retiraient les bénéfices. Chaque année, les paysans paient des impôts en fonction des crues. Plus elles sont importantes, plus l'impôt est lourd. En fait, la vie du paysan était celle que les anciens Égyptiens ne souhaitaient pas tellement avoir, car très souvent, ils n'étaient pas propriétaires d'ailleurs de leur terrain, puisque en fait, les domaines étaient propriété du roi. Il s'agissait d'un monopole royal. Donc, il y avait évidemment une part des récoltes qui leur revenait, mais il y avait aussi, bien entendu, l'impôt à payer à la cour royale. Inutile de tricher sur les récoltes. Tout est minutieusement contrôlé par les scribes chargés de collecter l'impôt. À propos, Fred a-t-il retrouvé son ami? Consonne, pied, voyelle, œil. Alors, le scribe, t'as encore inventé un nouveau jeu? Le hiéroglyphe le plus long. Regarde, c'est simple, tu vois. Non, non, t'inquiète pas, je connais. Ah bon? Bon, dis donc, hein, j'aimerais bien que tu m'apprennes votre écriture. D'accord. On commence par laquelle? Le hiératique ou le hiéroglyphique? Laquelle? C'est quoi la différence? Qui veut lui répondre, les enfants? Personne, comme d'habitude. Je répète, pour la dernière fois, le hiératique, c'est l'écriture qu'on utilise tous les jours. Le hiéroglyphique, c'est pour les textes sacrés dans les tombeaux et les temples. Eh ben, c'est clair. Allez, on se fait une petite partie. Juste une petite partie, hein. T'as compris. À cette époque, les Égyptiens utilisent 2 écritures, mais l'apprentissage est réservé à une élite. Seul un petit nombre de garçons suivent les cours des scribes. L'enseignement commence très jeune, dès l'âge de 5 ans, et il dure une bonne dizaine d'années. Il est souvent mené à la baguette. Mais lorsque l'on devient scribe, on peut espérer avoir une belle carrière. Le scribe était roi parce que c'est lui qui, en fin de compte, dans les différents échelons ou rouages de l'administration, qu'elle soit civile ou sacerdotale, c'est lui qui détenait en quelque sorte un petit peu tous les pouvoirs qui allaient permettre de gérer ces administrations. On les voit aussi travailler sur des écrits sacrés, des écrits littéraires, et là, en fin de compte, c'est vraiment le scribe dans toute sa magnificence. Il faut savoir que grâce au scribe,
nous connaissons beaucoup mieux l'histoire de l'Égypte ancienne. Dans l'Égypte antique, les scribes sont d'ailleurs les seuls citoyens à disposer d'une identité, les seuls dont on connaisse encore les noms. Alors Fred, le métier rentre? Le cours est terminé. C'est ça. Plus tard. Ça pourrait bien intéresser Champollion, tout ça. Monsieur Champollion, j'ai une bonne nouvelle. Je sais comment ça marche, les hiéroglyphes. Moi aussi. Je tire l'affaire. Sais-tu seulement ce que signifie le mot hiéroglyphe? Ah bah non, en fait. Eh bien, ça signifie écriture des dieux. C'est une écriture formée de deux sortes de signes. Certains signes représentent tout simplement la réalité. Tiens, une vache, c'est une vache. Un poisson... C'est un poisson. Eh oui, c'est ce que l'on appelle des idéogrammes. Tiens, et ça, tu sais ce que c'est? On dirait un homme qui tombe. Et ça signifie tomber. Ah bah c'est pas si dur que ça, alors. Attends, c'est pas fini. Certains hiéroglyphes représentent des sons. Tiens, cette bouche, par exemple, représente le son R, R, R. Donc si je comprends bien, pour écrire, on peut cumuler les deux, les idéogrammes et les phonogrammes. Bah t'as tout compris. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de bouleverser l'égyptologie. Ouais. C'est même le vrai début de l'égyptologie. Grâce à lui, les scientifiques du monde entier vont enfin pouvoir comprendre l'Égypte des pharaons. Un génie, ce Champollion. Il faut dire qu'il a un certain talent pour les langues. À 9 ans, il connaît déjà le latin, à 13 ans l'hébreu, à 14 ans l'arabe. Ça aide pour étudier les hiéroglyphes. On voit à 16 ans le jeune Champollion disant « Je veux comprendre les vieux pharaons ». C'est son expression. C'est-à-dire qu'il a opté pour la découverte de la civilisation égyptienne. Non plus de l'Antiquité en général, mais de l'Égypte. Et il dit « Je vais déchiffrer les hiéroglyphes pour comprendre qui étaient ces pharaons, pourquoi ces monuments fantastiques, qui étaient ces Égyptiens, quelles étaient leurs croyances, leur manière de vivre. » En 1809, il commence à travailler sur les reproductions de la pierre de Rosette. C'est le début d'une longue période d'études. 12 ans vont se passer avant qu'il ne pénètre vraiment, qu'il ne saisisse la clé des hiéroglyphes. C'est 12 ans d'un travail en pointillé. Et parfois, il va passer 1 an, 2 ans sans pouvoir vraiment étudier et se remettre à ces chers hiéroglyphes. Et chance ou malchance, en 1821, on lui retire à nouveau pour la 1e fois le travail qu'il a d'enseignement à l'université de Grenoble. Donc là, il part à Paris et finalement, 1 an plus tard, il annonce au monde le principe du système des hiéroglyphes. En 1828, Champollion réalise son rêve d'enfant. Il part en Égypte pour vérifier ses travaux. Il rentre en France 1 an et demi plus tard, en ayant identifié la plupart des monuments. Il est mort trop jeune, malheureusement, à 41 ans. Il avait préparé tous les documents pour publier une grammaire et un dictionnaire égyptien. Ces ouvrages contiennent toutes les clés pour traduire les hiéroglyphes jusqu'à la signification de la couleur des signes. Une Bible pour les chercheurs. Bon, Fred, tu déranges peut-être. Je reviendrai bientôt. Et puis tes compagnons de voyage t'attendent. T'as raison. Ils doivent se demander où je suis passé. Baisse-toi. Vivant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me reconnais pas? C'est moi! Baisse-toi, je te dis. Ne tourne jamais le dos à un mamelouk. C'est encore pas passé loin, hein. C'est la 2e fois qu'il te sauve la vie. Alors, monsieur Denon, on prend goût aux armes? Allez, on lève le camp. Le reste de l'armée est bien loin devant. C'est reparti pour l'aventure, pour une longue traversée du désert, derrière l'armée du général Dessay qui poursuit les Mamelouks. Direction le sud de l'Égypte, une région inexplorée depuis très longtemps par les Européens. Dites-moi, on a une carte en moins avec nous? Ah ouais? Une carte approximative? Pourquoi vous dites ça? Elle a été faite il y a quelques années par un certain bourguignon d'Anville, mais ce brave homme n'avait jamais dépassé Soissons. Je comprends. C'est pas gagné cette traversée du désert. La chaleur,
la soif, les embuscades. Beaucoup de soldats ne reviendront pas de cette expédition. Monsieur Delon, il vous reste de l'eau? Ouais, mais à partir de maintenant, on l'économise, soldat. Elle va être bonne. Elle va être bonne. D'autres, comme Dominique Vivant-Denon, ont les yeux brûlés par le soleil et les vents de sable. Et l'ami, raconte-moi ce que tu vois. Oh, t'inquiète pas, Vivant, tu rates rien. T'as le choix entre du sable ou des cailloux. Au fait, comment ça va tes yeux? Ça brûle, toujours. Mais ça va passer. Le désert a déchiré mes paupières, écrit-il dans son carnet de voyage. Mais j'allais défricher un pays neuf. J'allais fouler une terre couverte par le voile du mystère et fermée depuis 2000 ans à tout Européen. Eh, Vivant! T'es vivant, moi. De nom seulement. Viens voir ce truc-là. Tu vas en prendre plein les yeux. C'est beau. C'est quoi? Je crois qu'on a gagné le jackpot, mon pote. C'est la vallée des rois. On y va. Tu sais, je suis pas sûr qu'on le trouve par ici, ton obélisque. Ça, c'est pas dit. Eh, venez voir! Venez voir! Qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est l'entrée d'un tombeau. On est dans la vallée des rois, je vous dis. C'est bien ça. Elle porte bien son nom, car c'est à l'ombre de ces montagnes désertiques et reculées que les pharaons du Nouvel Empire dissimulaient leur demeure d'éternité. À cette époque plus récente de l'Égypte antique, les rois ne faisaient plus bâtir de pyramides. Ils faisaient creuser leurs tombeaux dans la roche. Des tombeaux immenses, mais invisibles de l'extérieur. Sur le plan topographique, géographique, la vallée des rois présente une particularité. C'est qu'elle est dominée par une sorte de crête, de cime, qui épouse la forme d'une pyramide naturelle. Donc, qui reste en fait dans une tradition qui était celle de l'Ancien Empire. Et c'est peut-être au fond cette image qu'ils avaient à l'esprit. Dans cette vallée des rois, pas moins de 62 tombeaux ont été découverts. Mais la plupart ont été profanés au fil des siècles. Et ça ne date pas d'hier. Il y a 3000 ans, celui de Ramsès II, et bien d'autres, avaient déjà été ouverts et vidés de leurs trésors par des pillards. Des prêtres avaient toutefois réussi à sauver les momies royales en les dissimulant au fond d'un puits dans un tombeau longtemps gardé secret. Ce n'est qu'en 1881 que cette cachette a été retrouvée par les archéologues et que les momies des plus grands, des plus illustres pharaons de l'histoire de l'Égypte eh bien, ont été retrouvées et se trouvent aujourd'hui au musée du Caire. Allez, suivez-moi. Attention, à droite, il y a un trou. Hein. Mais attendez-moi, j'y vois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nid de cobra, sans doute. Oh, bah, rien que ça. Allez, on continue. Aïe, ma tête. Ah, fais attention, baisse-toi. Allez. On continue. Alors là, je crois qu'on est au cœur du tombeau. Regardez comme c'est beau. Éclaire-moi, je vais dessiner. À mon avis, les gars, on n'est pas les premiers à passer par là. Il paraît qu'il y avait déjà des pilleurs de tombes à l'époque des pharaons. On m'a raconté que sous le règne de Ramsès IX, je crois, une dizaine d'hommes ont été pris en train de violer des sarcophages pour prendre les trésors qu'ils contenaient. Et alors? Alors? On les a empalés sur des pieux pour les punir.
C'est peut-être pas bien ce qu'on est en train de faire, les gars. On profane. Moi, je vous dis qu'on n'est pas tout seul ici. Éclaire-moi et arrête de trembler, crénom de nom. J'avais bien dit qu'on n'était pas tout seul ici. Malédiction! Sur quoi j'ai marché? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Un pied? Un pied de momie. Malédiction. Ça me rappelle l'affaire Toutankhamon. Tout en quoi? Non, tu peux pas connaître. Viens, on reste pas ici. L'affaire Toutankhamon? Mais Fred, il ne peut pas connaître. Elle se passe en 1922. Quelle histoire! Cette année-là, un archéologue britannique nommé Howard Carter mène des fouilles dans un secteur délaissé de la vallée des Rois quand... Un beau jour de novembre 1922, le 4 novembre précisément, eh bien Carter, avec son équipe d'ouvriers, voit apparaître les premières marches d'une tombe qui finalement allait s'avérer être une tombe qui n'avait pas été violée. La tombe de Toutankhamon, un pharaon qui deviendra célèbre, surtout en raison du mystère qui a entouré sa découverte. Car peu de temps après l'ouverture du tombeau, Lord Carnarvon, le principal mécène de Carter, décède. Au même moment, toutes les lumières du Caire s'éteignent. Et puis, il y a aussi le canari de Carter, son oiseau porte-bonheur qui se fait avaler par un cobra. Il n'en faut pas plus à la presse pour lancer le mythe de la malédiction de Toutankhamon. Cette histoire de malédiction ne tient pas la route. Lord Carnarvon était un personnage qui avait des problèmes de santé. Quand il est arrivé cette année-là en Égypte, il a été piqué par un moustique. C'est vrai, probablement à Thèbes. Et ça ne veut pas dire que c'était dans la tombe de Toutankhamon. Et un matin, en se rasant, eh bien, il a déclenché, si vous voulez, une infection. Et en fait, cette infection s'est transformée progressivement en septicémie, et il est probablement mort, en fait, de cette septicémie. Le tombeau de Toutankhamon n'en reste pas moins une immense découverte. Un trésor composé de 3800 pièces uniques, dont le trône et le masque en or de ce jeune pharaon, qui n'a régné sans doute que peu de temps. Vous avez vu, c'est là-dessus que j'ai marché. C'est un pied de momie. Allons, messieurs, un peu de sang-froid. Montre. Magnifique. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez le mettre dans un musée? Je sais pas encore. Tu me le gardes? Précieusement, hein? Monsieur Deneau, ouais. Baissez-vous légèrement, je vous prie. Ah, il tire toujours aussi mal. Qui donc? Mais les mamelouks, allez, restons pas là. Et au fait, vous savez que ce pied va avoir une longue histoire. C'est lui qui va inspirer Théophile Gautier lorsqu'il va écrire le roman de la momie. Vivant Denon ramènera ce pied à Paris, dans ses bagages. En pénétrant dans les tombeaux, il découvre et dessine de nombreux corps emmaillotés, plus ou moins bien conservés, car la momification n'était pas réservée aux rois. Riches ou pauvres, tous les Égyptiens pouvaient être embaumés. C'était une façon de prolonger la vie dans l'au-delà. Mais les plus belles momies sont celles des pharaons, car ils bénéficiaient des meilleurs procédés d'embaumement. Celle de Ramsès II, amenée en France en 1976 pour être examinée, a révélé des détails très précis sur son physique. Ramsès II était probablement une personne qui avait une chevelure rousse, donc il s'agissait d'un rouquin. En fait, d'autres analyses ont été faites par des laboratoires français et on arrive aujourd'hui à une conclusion plus nuancée. Il n'est pas impossible que la chevelure de Ramsès ait été colorée ou teinte, peut-être au moment du rituel de la momification du roi. Ramsès II repose aujourd'hui au musée du Caire. Pour fuir les embuscades des Mamelouks, Dominique Vivant Denon avait décidé de traverser le Nil pour rejoindre, sur la rive opposée à la vallée des Rois, le temple de Karnak. Qu'est-ce qu'on est tranquille sur ce Nil. Et puis alors ça fait du bien, un peu de fraîcheur après le désert, hein. Comment veux-tu que j'arrive à croquer ce pied? Arrête de bouger. J'aimerais bien savoir à qui il a appartenu, ce pied. Sûrement à une jolie jambe, d'une jolie femme.
Peut-être à une princesse des 1001 nuits. Peut-être. En tout cas, il est drôlement bien conservé. Pour la momification, il faut reconnaître que les Égyptiens étaient des as. Ils momifiaient même les animaux. Les chats, les singes, les taureaux, les crocodiles. Enfin, les animaux sacrés. Qu'est-ce que c'est? Un crocodile. Mais t'es malade! C'est un animal sacré! Oui, mais c'est la 3e fois que je te sauve la vie. C'est vrai. Merci. Un croco. À l'époque, le crocodile effraie autant qu'il fascine, car tous ces Français n'en ont jamais vu. Pour les hommes de Bonaparte, la remontée du Nil est une aventure dangereuse mais éblouissante. Les rives du fleuve sont bordées de monuments pharaoniques, certes beaucoup plus ensablés qu'aujourd'hui. Mais ils ignorent encore tout de leur histoire. Ils prennent ces temples que les pharaons avaient dédiés aux dieux pour des palais habités par des souverains. L'armée du général Dessay remonte le Nil jusqu'à Éléphantine et Assouan, aux portes de la Nubie. La partie de cache-cache avec les Mamelouks s'arrête là. Dernière découverte, le temple de Philae, une merveille dédiée à Isis, la déesse de la fécondité et de la vie, l'une des plus importantes divinités des Égyptiens. Mais les savants de Bonaparte n'ont ni le temps ni la chance de franchir les cataractes du Nil pour débarquer au pied d'Abou Simbel, qui n'a été découvert qu'en 1812. Ces 2 temples, creusés dans une falaise de grès, sont la plus grande réalisation de Ramsès II, dont les statues géantes gardent l'entrée principale. Au moment de la construction du grand barrage d'Assouan, vers 1960, les temples d'Abou Simbel ont été découpés bloc par bloc et reconstitués 64 mètres plus haut pour échapper aux eaux du lac Nasser. Fred non plus n'aura pas le loisir d'aller jusqu'à Abou Simbel. Il s'approche des temples de Karnak et de Luxor. Et quelque chose me fait dire qu'il touche son but, car les obélisques ne manquent pas dans la région. Karnak est le plus vaste des temples de l'Égypte antique. Une demeure de géants réservée au dieu Amon. Seul le pharaon et les prêtres pouvaient y pénétrer pour vénérer leur dieu et lui faire des offrandes. Lorsque les savants de Bonaparte découvrent Karnak, le temple est très ensablé. La salle hypostyle aux 134 colonnes est encore en partie recouverte d'un plafond. Mais un siècle plus tard, en 1899, bon nombre de ces colonnes s'effondrent. À quelques lieues de là, ils découvrent un autre temple en meilleur état. C'est Luxor qui est relié à Karnak par une longue allée bordée de sphinx. Ce monument a été construit avant le règne de Ramsès II, mais il y a laissé son empreinte, en ajoutant 6 statues monumentales et 2 obélisques devant lesquels les savants de Bonaparte tombent en admiration. Hé l'ami, je crois que t'es au bout de ton voyage. Regarde ça. C'est pas ce que tu cherchais? C'est pas vrai. C'est l'obélisque de la place de la Concorde. Quoi? Non, t'inquiète pas, ça va être la fatigue. J'en ai jamais vu un aussi imposant. Tu sais que j'ai des collègues un peu frappés qui voudraient en ramener un en France comme trophée de notre expédition. Je sais pas comment ils comptent faire, faudrait le découper en rondelles. Tu rigoles pas en rondelles? Il y a sûrement une autre solution. Celui de Paris est revenu entier. De quoi tu me parles? De lui. Oh, l'ami, t'as pris un coup de chaud? Ouais, ça doit être ça. J'aimerais bien savoir comment ils ont pu tailler ces monuments. Zappe-toi à Assouan, tu vas comprendre. Eh bien voilà, les carrières de granit d'Assouan. Eh oui, Fred. C'est ici que les pharaons faisaient tailler les obélisques qui ornent les temples, dont l'obélisque qui est aujourd'hui place de la Concorde, à Paris. Bonjour monsieur, excusez-moi, je voudrais savoir comment on découpait le granit à l'époque des pharaons. Ben, c'est simple. Regardez.
Les ouvriers faisaient des entailles avec leurs outils. Et dans ces entailles, ils mettaient des coins de bois qu'ils arrosaient régulièrement. Bah et alors? Bah et alors, le bois gonflait et faisait éclater le granit sur toute sa longueur. C'est génial, c'est exactement ce que je voulais savoir. Vous êtes égyptologue? Non, pourquoi? Bah, comment vous savez tout ça? Bah, c'est écrit dans tous les bons guides touristiques. Tenez, je vous le donne. Ah, merci. Excusez-moi, j'ai un ami qui m'attend. Eh bien voilà, tu sais tout. Maintenant, je vais te raconter comment l'obélisque de Luxor est arrivé à Paris. En fait, c'est le sultan Méhémet Ali qui l'a offert à Champollion et à la France en 1831. Ça fait des années que Champollion travaille essentiellement sur des obélisques pour arriver à déchiffrer les hiéroglyphes. Maintenant, il sait les lire. Donc, il est devant ces obélisques et en même temps, il prend un coup de foudre pour l'obélisque qui est côté ouest, l'obélisque ouest de la Paire, en disant que c'est réellement celui-ci. S'il y en a un qui doit venir à Paris pour le prestige de la France, c'est celui-ci. Rapporter cet encombrant cadeau à Paris n'est pas une mince affaire. Il faut 6 ans et un bateau spécialement construit pour l'occasion pour mener à bien l'opération. Pendant ce temps, en France, les Parisiens trépignent d'impatience. La presse se faisait l'écho de cette expédition et la population de Paris s'intéressait de plus en plus à cette expédition, une sorte d'expédition lointaine. Pour faire réfléchir un peu les Parisiens ou anticiper, le gouvernement fait installer de faux obélisques en préfiguration de ce que ça va être. Donc il y en a un qui est érigé place de la Concorde, une sorte d'obélisque en bois avec des faux hiéroglyphes dessus, un autre qui est sur les Invalides. Finalement, le 25 octobre 1836, en présence de Louis-Philippe et de 20 000 personnes, l'obélisque est érigé place de la Concorde. Mais Champollion n'assiste pas à l'événement. Il est décédé 4 ans auparavant. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Ce serait quand même dommage d'en enlever un, non? Ils vont bien ensemble. C'est vrai qu'ils vont bien ensemble. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir écrit là-dessus? Bon, allez. Toi, t'es arrivé. Moi, j'ai encore un peu de chemin. À bientôt. À bientôt. Et merci pour les 3 vies. Tout le plaisir était pour moi. Salut. Salut. Bon, vous voulez savoir à quoi ça ressemble maintenant? Eh ben, on y va. Et voilà le résultat. Le temple de Luxor a perdu un obélisque, mais je peux vous dire qu'il a gagné des touristes. D'ailleurs, celui-ci aussi a bien failli se retrouver à Paris puisqu'il avait également été donné à la France. Et le gouvernement français y a renoncé en 1986. C'est pas très vieux. Bon, j'ai une petite surprise à faire. Eh, regarde, je t'ai amené un petit cadeau, une photo de ton frère. Je te rassure, il se porte très bien à Paris, tout le monde le chouchoute. On vient même de lui redorer le chapeau. C'est pas une blague, hein. Bon, je lui dirai bonjour pour toi, hein. Avec qui vous parlez? Bah lui, je lui présente son frère. Non, laissez tomber. Bon, je m'en zappe, j'ai ma nièce qui m'attend. Ça y est, j'ai ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'il a décrit? C'est très simple, c'est un texte à la gloire de Ramsès II. Et puis dessus, il y a tous ses titres. Dieu, roi d'Égypte, etc., etc. C'est une sorte de carte de visite. Carte de visite? Il aurait pu la faire tout en carton. Tout en carton? Elle est bonne celle-là, j'y avais pas pensé. Tout en carton.